Les thérapies géniques, c'est les thérapies qui sont basées sur le fait que dans certaines pathologies, la pathologie découle de l'altération ou de l'absence ou de la modification d'activité d'un gène. Donc l'idée, elle est très simple, elle est de dire, eh bien, puisque c'est un gène qui est à l'origine de la pathologie, on va remplacer ce gène. On va apporter ce gène dans les cellules. Le principe est non seulement simple, mais particulièrement élégant, puisque dans beaucoup de maladies, lorsque vous avez à imaginer un traitement, eh bien, vous êtes obligé de produire un effet qui n'est pas tout à fait souhaitable, qui n'est pas celui que vous recherchiez à produire. Vous avez ce qu'on appelle un effet secondaire. Dans le cas des thérapies géniques, et dans la mesure où c'est basé sur le remplacement de ce qui est à la source du problème lui-même, du problème médical, eh bien on peut s'attendre à ce que ces effets secondaires donc soient éliminés. Et donc, là encore, il faut insister dans le principe, sur le papier, si vous voulez. L'idée de thérapie génique, c'est le sommet de l'action médicale. C'est ce qu'on pourrait espérer de mieux dans le traitement d'une maladie. Alors entre le principe et la réalisation, il y a un certain écart, et en fait, si cette idée est apparue dans les années 50, à la fin des années 50, l'idée de thérapie génique, donc peu de temps après qu'on ait réalisé ce qu'était la structure de l'ADN, eh bien dans ces réalisations pratiques, là, aujourd'hui encore, la technique n'est pas encore tout à fait maîtrisée. Donc ça montre la différence qu'il y a entre le principe et sa réalisation. Donc on peut s'interroger sur les raisons de ces difficultés qu'on rencontre. Dans le travail que j'ai réalisé avec Claude Debru, l'un des objectifs que j'ai suivi, c'est d'essayer de repérer ces causes de difficultés de mise en œuvre d'une idée pourtant simple. Alors, l'une des premières causes qui peut paraître évidente lorsqu'on y réfléchit, mais c'est tout de même très important comme obstacle à la mise en œuvre de ces thérapies, c'est le fait que les cibles qu'il faut toucher sont en fait en très très grand nombre. Lorsqu'on fait une thérapie génique, donc j'ai dit qu'il fallait remplacer un gène, idéalement remplacer le gène défectueux par un gène qui serait correct, mais le gène en question, il doit être remplacé dans un nombre très important de cellules, qui sont les cellules qui constituent le corps. Là encore, idéalement, il faudrait le remplacer dans toutes les cellules du corps humain. Or, les cellules du corps humain, c'est des milliards de cellules. Et donc, il faut toucher des milliards de cibles. Donc, même si toucher une cible peut être relativement facile, et quand on dit ici toucher une cible, ça veut dire faire entrer de l'ADN dans une cellule, plus exactement dans le noyau d'une cellule, et encore ça ne suffit pas. Il faut que l'ADN aille s'intégrer dans l'ADN de la cellule en question. Et là encore, on aurait une thérapie génique approximative dans la mesure où ce ne serait pas un remplacement de gène, mais seulement l'addition d'un gène correct à un autre endroit du génome, ce qui peut avoir des effets négatifs par ailleurs. Donc le remplacement au bon endroit, le remplacement effectif d'un gène par un autre gène, c'est en fait une opération très compliquée, surtout si on tient compte du fait qu'il faut la réaliser un très grand nombre de milliards de fois. Si on prend par exemple un organe comme le foie, admettons qu'on prenne une maladie plus spécifique, une maladie du foie, et qu'on envisage une maladie qui en plus doit être monogénique, donc dépendre d'un seul gène, ça limite déjà les maladies auxquelles on peut penser. Bon, mais ça peut exister. Bon, un foie, on estime que c'est aux alentours de 10 milliards, entre 10 et 100 milliards de cellules. C'est donc déjà, simplement pour un organe particulier, déjà
un très grand nombre de cibles à atteindre, et actuellement on ne sait en fait pas le faire. Les seuls moyens dont on dispose, les moyens les plus efficaces pour introduire de l'ADN dans une cellule, sont en plus des moyens qui ne vont pas permettre de cibler l'intégration. C'est-à-dire que l'intégration va pouvoir se faire à n'importe quel endroit du génome et donc entraîner, comme je le disais à l'instant, des effets inattendus. Et c'est ce qui s'est produit dans la première thérapie génique qui a été mise en œuvre chez des enfants qui souffraient d'un déficit immunitaire. C'était dans les années 2000, ça se passait à Necker. Et une équipe a réalisé une thérapie génique qui semblait marcher dans un premier temps, qui a été même très prometteuse, et qui s'est avérée en fait déclenchée par l'effet de cette introduction du vecteur de gène à un endroit inattendu du génome, a déclenché donc un autre effet, en l'occurrence une leucémie, chez un certain nombre d'enfants qui avaient été traités. Donc là on a pu s'apercevoir que même quand on avait maîtrisé un certain nombre de problèmes techniques de mise en œuvre des thérapies géniques, en fait on voyait apparaître cet autre problème qui est lié à quelque chose qui n'est peut-être pas impossible à maîtriser, mais qui, en tout état de cause, est encore plus difficile que ce qu'on a maîtrisé auparavant. Donc on a réalisé à ce moment-là que l'objectif des thérapies géniques, bien qu'il continue à apparaître comme l'avenir de la médecine pour beaucoup d'interventions, était aussi, avec les moyens dont on dispose actuellement, très difficile à atteindre. Néanmoins, on peut penser à des utilisations variées, et notamment des utilisations dans le domaine du sport, dans le domaine du dopage, dans le domaine de la thérapie génique mais appliquée au dopage. Et ça évidemment c'est un effet auquel réfléchissent déjà les agences antidopage, parce que c'est un type de dopage qui serait très difficile à contrer, très difficile à détecter déjà, et encore plus difficile à traiter d'un point de vue conceptuel, parce que l'athlète pourrait parfaitement dire, écoutez, oui, peut-être qu'il y a eu une intervention dans les gènes qui me constituent, certaines cellules ont été modifiées, on peut voir très bien le genre d'intervention qui est envisageable dans ce cas. C'est par exemple les cellules qui produisent les cellules sanguines, et qui, si vous introduisez certains gènes dans ces cellules, vont se mettre à fabriquer davantage de cellules du même type, exactement comme si la personne bénéficiait d'un traitement à l'érythropoïétine, à l'EPO. Bon, on sait l'effet que ça a chez les cyclistes, par exemple. L'augmentation du taux d'EPO leur permet de gagner des courses, leur a permis, en tout cas, tant que ça n'était pas interdit et suffisamment contrôlé. On pourrait tout à fait imaginer que le même résultat soit atteint, mais cette fois, non pas en introduisant un produit étranger, mais en introduisant un gène étranger dans les cellules de l'athlète lui-même. Et donc, si on faisait quelque chose de ce genre-là, si cette opération était réalisée, il y a sans doute un certain nombre de dangers auxquels s'exposerait l'athlète, mais on voit aussi que les moyens de détection et l'ensemble du dispositif conceptuel qui permet de juger de ce qu'est le dopage devraient être repensés en profondeur. On a en particulier un certain nombre de cas dans lesquels on pourrait dire qu'on a du dopage génétique naturel, c'est-à-dire des individus qui ont... On a un cas notamment chez un skieur de fond finlandais, qui ont une capacité beaucoup plus grande que d'autres individus à produire des globules rouges. Et ceci, donc, ça repose dans leur gène. Autrement dit, la question de la thérapie génique, elle reste ouverte, même si elle a rencontré beaucoup de difficultés de mise en œuvre jusqu'ici, et elle reste d'autant plus ouverte qu'on peut s'attendre à ce qu'elle soit l'objet de recherche aussi en dehors du domaine de la médecine officielle, disons. Il peut
on peut tout à fait imaginer que pour produire des effets dopants, genre dopage génétique, il y a aussi des gens qui travaillent à réaliser des thérapies géniques, mais en vue de ces dopages. Donc on peut s'attendre à ce que ces thérapies géniques, même si elles posent beaucoup de difficultés d'application, de mise en œuvre, de réalisation, soient malgré tout l'objet de recherches intenses, donc recherches officielles ou officieuses, officielles ou clandestines ou discrètes en tout cas, puisqu'elles peuvent avoir des applications pas seulement médicales, mais aussi dans le domaine du sport ou d'une manière générale de l'amélioration des performances humaines.